Donc, Pablo Gentiloni, le commissaire européen à l'industrie, qui a annoncé que la zone euro serait en récession en fin d'année et qu'il fallait s'attendre à des désindustrialisations. Donc, on voit qu'on est complètement dans le truc. Alors, la réindustrialisation, on en a beaucoup parlé après le Covid, où on s'est rendu compte que tout était parti. Donc, M. Macron s'est engagé. Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la posture. Enfin, donc, on va laisser la parole à Aurélien qui a travaillé sur ce sujet, qui a sorti un livre là-dessus, il y a 2 ans que tu as sorti le livre. L'an dernier. Et donc, on va le laisser expliquer ce qu'il faudrait faire et après, on débattra. Donc, Aurélien, je te laisse la parole. Bon, je vais essayer d'être un peu plus succinct que ce matin parce que j'avais beaucoup parlé. Euh, bon, ce travail sur la relocalisation qui est sorti sous forme de livre à la fin de l'année dernière, donc sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois avant, évidemment. Euh, pourquoi est-ce que j'ai fait ce travail? Parce que bon, le, la réflexion sur la démondialisation qu'on mène tous depuis un certain nombre d'années, sur les délocalisations, la façon de s'y opposer, la façon de remettre en cause le libre-échange, cette question sur laquelle on a énormément de mal à faire entendre un discours, et y compris au sein de la gauche, cette question est arrivée brutalement dans l'actualité avec le Covid. Alors, elle était un peu là de façon latente depuis la crise des subprimes de 2007-2008, mais vraiment, le Covid a propulsé ça dans l'actualité à partir du moment où on s'est retrouvé d'un seul coup sans masque, en pleine crise, avec voilà, des gens qui faisaient de la couture pour fabriquer des masques, n'avaient pas un masque qui traînait dans le pays, alors que quand même un masque c'est un bout de tissu avec deux élastiques. Bon, on pourrait se dire qu'une grande puissance économique devrait être capable de le faire. Et surtout, on s'est aperçu, un truc tout à fait anodin, hein, que l'intégralité de l'industrie pharmaceutique, en tout cas pour les molécules les plus essentielles, avait été délocalisée sans que personne s'en émeuve et qu'on était totalement dépendant d'une industrie qui était basée en Asie, en Inde, etc. Et donc tout ça a explosé dans la presse. Et il s'est passé un truc formidable, comme seul le libéralisme est capable de le faire. On a eu des articles, des tribunes, des textes dans tous les sens pour expliquer que oui, il fallait retrouver une souveraineté en matière de production. Macron y allait de son couplet, Jean Castex y allait de son couplet, enfin voilà, tout le monde était à l'unisson. On avait été trop loin dans la désindustrialisation et il fallait reprendre la main. Alors, bon, quand les libéraux tiennent ce genre de discours, voilà, enfin, on est tous d'accord, c'est quand même qu'il y a un truc derrière. Et on a vu se forger un discours libéral sur la souveraineté économique, sur la souveraineté industrielle, sur la relocalisation. Et ce discours libéral voilà, est arrivé, c'est quelque chose de complètement nouveau dans l'histoire, en tout cas du libéralisme français, que de se mettre à prôner la relocalisation. Et voilà, ce discours s'est retrouvé dans le débat public à côté d'un discours qu'on connaissait déjà plus classique de la droite radicale et de l'extrême droite, et d'un discours de gauche sur la question de la relocalisation. Et donc, j'ai voulu analyser cette nouvelle situation politique et dire en quoi voilà, ces discours étaient tous aussi superficiels les uns que les autres. Alors celui des libéraux,
peut-être un cran au-dessus quand même, mais que finalement personne ne traitait sérieusement de la question de la relocalisation. Et donc j'ai essayé de la traiter sérieusement. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas j'ai essayé. La vision libérale, ce nouveau discours post-Covid est en gros le suivant. Je le fais assez court. Oui, il faut relocaliser l'économie, en tout cas certains secteurs d'activité. Ça ne se fait pas qu'au niveau national, ça se fait avec une vision européenne. Donc, on introduit un concept totalement fumeux de souveraineté européenne, au passage, mais je fais une parenthèse. Et pour espérer relocaliser, c'est comme avant, il faut être compétitif. Donc, il faut arriver à faire baisser les coûts de production, à attirer les investissements. Donc, il faut encore plus de libéralisme. Voilà. Et ça, bon, c'est le discours macroniste, c'est le discours qu'on a pu lire dans la presse économique dès le lendemain des pénuries. Ouais, moi, je lis de façon assez assidue la Tribune, c'est toujours passionnant, et voilà, ce n'était que ça. Il faut baisser le coût du travail, il faut gagner en compétitivité, l'industrie va relocaliser. Donc, un discours qui justifie le système néolibéral. Ensuite, à gauche, on a un discours sur la relocalisation qui est, comment dire, sans être désagréable, qui est basé quand même sur des présupposés qui tiennent pas la route. Alors, aujourd'hui, la grande mode, c'est de dire qu'il faut relocaliser pour réduire les pollutions, préserver l'environnement, enfin, évidemment en créant de l'emploi, mais on a une vision très centrée sur l'écologie et même la gauche se réfère à des modèles qui sont quand même assez incroyables, notamment le modèle américain avec, vous avez le Buy American Act aux États-Unis. Pendant un moment, toute une partie de la gauche disait il faut faire un Buy European Act, ce qui est pas stupide, mais par contre résumer la question de la relocalisation à cette question des marchés publics, et on passe complètement à côté du sujet. Et voilà, on a un certain nombre de propositions qui, elles aussi, peuvent avoir du sens et qui sont sympathiques, comme l'idée d'une taxe carbone aux frontières, par exemple, mais qui sont totalement insuffisantes et qui plus est totalement irréalistes. Parce qu'en l'état du rapport de force avec l'Union européenne, évidemment, vous imaginez bien que changer en négociant gentiment la législation européenne intégralement tournée vers le libre-échange, faut être sacrément optimiste pour proposer ce genre de solution comme façon d'arriver à relocaliser. Et évidemment, comme sur l'énergie, on a deux tabous qui font que la gauche n'avance pas sur ce sujet. Le premier, c'est le tabou européen. Le deuxième, c'est le tabou du libre-échange. Pas que la gauche soit favorable au libre-échange. Pas vrai, elle n'est pas favorable. Mais elle n'est pas prête à se donner les moyens de mettre en place autre chose que le libre-échange. Et puis, alors bon, ça, entre parenthèses, hein, je l'avais déjà quand même relativement analysé dans un certain nombre d'autres ouvrages. Je revoyais sur la table, ne soyons pas des écologistes donnés. À l'époque du MPF, on expliquait déjà ce genre de choses. Malheureusement, la gauche n'a pas véritablement évolué sur ces questions. Ce qui est un peu plus nouveau et qui mérite quand même qu'on s'y intéresse, c'est l'évolution de la position de la droite sur le sujet. On a eu vraiment un changement qui s'est opéré depuis la crise des subprimes et qui aboutit à l'élection de Donald Trump quelques années plus tard. C'est-à-dire que la crise des subprimes vraiment accélère
de façon assez spectaculaire la désindustrialisation aux États-Unis et voilà des personnalités comme Donald Trump ou comme une partie des républicains qui se retrouvent dans ce courant comprend que le libre-échange intégral, c'est plus une position politique tenable pour la droite américaine. Et donc, on va avoir une bascule dans le discours avec une demande de protectionnisme et la désignation d'un ennemi commercial qui est la Chine. Alors, la Chine qui va supporter évidemment toutes les attaques, qui a tous les torts. Tout le monde se garde bien de dire que ce sont des multinationales américaines qui sont allées délocaliser en Chine pour ensuite réexpédier leur production aux États-Unis. Mais voilà, la droite américaine change de discours et revendique des formes de protectionnisme contre le libre-échange débridé. Et il faut bien voir que ce discours est d'une part un discours qui ne change absolument rien aux positions, ou presque rien, aux fondamentaux libre-échangistes de la droite américaine, puisque la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut limiter les dégâts par rapport à la Chine, comment est-ce qu'on peut contenir le développement chinois, alors pas tant sur les produits de consommation courante que sur la haute technologie, et notamment sur les domaines en lien avec les applications militaires. Et Trump dégaine protectionnisme contre la Chine réplique par des mesures protectionnistes, mais quand on lit bien ce que dit Donald Trump, il dit le libre-échange fonctionne très bien. On doit rester dans un système libre-échangiste, mais par contre, il faut que ceux qui profitent de façon éhontée et qui ne jouent pas le jeu du libre-échange, et notamment les Chinois, en payent le prix. Donc il n'y a aucune remise en cause de l'ordre commercial dans les propos de Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que le succès de Trump va déborder largement des États-Unis et va influencer la droite européenne. D'abord par l'extrême droite, avec un Rassemblement national en France qui reprend vraiment des propos qui pourraient être sortis de la bouche de Donald Trump ou de ses tweets, avec voilà la même chose, protectionnisme, désignation de l'ennemi chinois, concurrence déloyale, il faut un libre-échange où chacun joue le jeu, etc. Mais aussi la droite classique. À partir des élections européennes de 2019, avec la candidature de François-Xavier Bellamy, vous avez un tournant dans le discours de la droite pro-protectionniste, mais sur les mêmes bases. C'est-à-dire, c'est pas une condamnation du libre-échange. Et les intellectuels qui influencent la droite française sont très clairs. Le libre-échange continue, l'Union européenne continue. Le problème n'est pas dans les politiques commerciales concurrentielles de l'Union européenne. Voilà, il faut juste des barrières protectionnistes vis-à-vis de pays qui ne jouent pas le jeu, et derrière les pays qui ne jouent pas le jeu, on comprend la Chine. Donc, en gros, on en est là du débat sur la relocalisation en France, avec des pouvoirs publics qui ont lancé 2-3 appels à projets, qui donnent absolument rien, avec auparavant quand même Arnaud Montebourg à son ministère qui avait lancé un certain nombre de choses aussi. Et à chaque fois que vous avez un appel à projet, un dispositif qui sort, bon, on a une méga communication et on est hyper optimiste sur la relocalisation qui va créer plein d'emplois, etc. Le problème, c'est que quand on regarde ce qui s'est réellement produit, c'est pas du tout le cas. Alors, d'une part, parce qu'on n'a pas endigué les délocalisations du tout, qu'on compte très très peu de relocalisation. Mais le fond du problème, c'est que les rares relocalisations qu'on peut porter au crédit des politiques publiques, sans mauvais jeu de mots, parce que ça coûte effectivement très cher de subventionner la relocalisation de ces entreprises, ces politiques ne créent pas d'emplois. Elles ne créent pas d'emplois parce que tant qu'on reste dans une logique
euh, de concurrence internationale, d'économie ouverte, eh bien, il faut être concurrentiel. Et il faut être concurrentiel par rapport à l'économie dans laquelle on avait délocalisé. Et donc, si vous avez délocalisé en Chine, vous n'allez revenir en France que si la production ne convient pas, est défectueuse, s'il y a trop de délais, etc. Mais surtout si ça ne vous coûte pas beaucoup plus cher. Et donc, le moyen par lequel les entreprises arrivent à tenir dans la concurrence internationale en relocalisant en France, c'est la mécanisation. C'est-à-dire que dans tous les cas qu'on nous a exposés, alors Montebourg en a fait des caisses dans ses différents bouquins, c'est le jeu. Donc il a survalorisé la reconquête industrielle française, etc. Vous regardez le détail des opérations, euh, déjà il y en a très peu, et puis c'est de la mécanisation. Par exemple, les skis Rossignols, hein, c'est un grand exemple de relocalisation cité par tout le monde. Euh, bon, ils avaient une ligne de production en Chine. Il y avait pas mal d'ouvriers qui bossaient dessus, parce que voilà, le coût du travail est faible, donc on peut faire bosser les gens. Ils ont relocalisé en France, mais ils ont automatisé. Euh, la marque Kutsmiti, ça se prononce comme ça, mais enfin, un fabricant de thé qui a relocalisé une partie de sa gamme en France. Pareil, ils faisaient de l'ensachage, je ne sais plus dans quel pays, à bas coût de main-d'œuvre. Ils se sont payés un robot et ils font de l'ensachage en France. Bon. Mais évidemment, c'est pas l'objectif, c'est pas juste mettre des robots japonais sur le territoire et estampiller Made in France. Donc, il y a un véritable enjeu à clarifier le pourquoi on veut relocaliser. Et je pense que pour notre famille politique, alors, je sais qu'il y a un débat sur l'utilisation du terme gauche, même radical. Bon, moi, je l'utilise encore, mais peu importe. En tout cas, pour notre sensibilité politique qui cherche à démondialiser l'économie et à changer le rapport de force avec les grandes puissances économiques, on doit être clair sur le pourquoi de la relocalisation. Oui, il y a la question de l'emploi. Oui, il y a des questions stratégiques, des questions d'indépendance. Mais avant tout, il y a la question de reprendre le contrôle sur un certain nombre de décisions économiques qui sont prises par les opérateurs privés. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la main sur un certain nombre de filières, et tant que ces filières seront développées à l'étranger, dans d'autres pays, sous d'autres législations, on n'aura pas la main dessus. Tant qu'on n'aura pas la possibilité de faire appliquer un droit national sur le secteur privé, un droit national contraignant, euh, voilà, on n'aura aucun moyen à notre disposition pour lutter sérieusement et renverser le rapport de force. Et donc, le premier objectif de la relocalisation, le tout premier, à mon avis, doit être celui-là. Et alors là, quand on pose les choses de cette façon, évidemment, euh, on voit apparaître le clivage entre ceux qui voudraient une relocalisation écologique avec des taxes carbone aux frontières, mais tout en restant dans l'Union européenne. On voit apparaître le clivage avec la droite euh, se dit souverainiste, qui peut effectivement être opposée à la construction européenne, mais pour qui il s'agit absolument pas de créer un nouveau rapport de force entre les salariés et le patronat. Donc, voilà, ça doit être l'objectif principal. Et en fait, le protectionnisme ne permet pas de faire ça. C'est faux. Le protectionnisme ne suffit pas pour reprendre, déjà pour faire revenir les activités en France et pour reprendre le contrôle sur l'économie privée. Alors pourquoi? Parce que d'une part, le protectionnisme, il faut avoir quelque chose à protéger. Si on mettait aujourd'hui des droits de douane sur les importations de médicaments, par exemple, sur les molécules indispensables, paracétamol, ces trucs-là, eh bien, on ne ferait qu'augmenter les prix parce qu'il n'y a plus de fabrication en France.
Donc, voilà, tous les gens qui ne font que brandir le protectionnisme en étendard sans ayant de réflexion plus profonde se foutent du monde. Ça ne suffit pas. Et la deuxième chose, et qui paraît aussi évidente, c'est que c'est pas parce que vous aurez une production privée française que vous aurez, par miracle, un contrôle public sur cette production. Il faudrait que le secteur privé encore accepte, soit contraint d'accepter une régulation. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le protectionnisme est évidemment incontournable. Et voilà, je pourrais donner des exemples multiples. Il faut du protectionnisme. Mais tous ces politiques, voire ces économistes, qui résument finalement la question de la relocalisation à celle du protectionnisme, euh, voilà, sont à côté de la plaque. C'est-à-dire que le protectionnisme doit s'accompagner d'une stratégie de réindustrialisation, et cette stratégie de réindustrialisation doit s'accompagner d'un affrontement avec les grandes puissances économiques privées. Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont strictement aucun intérêt à relocaliser. Celles qui avaient intérêt l'ont déjà fait. C'est-à-dire que voilà, les gens qui se sont plantés, qui sont allés délocaliser en Chine et puis qui trouvent que ça marche pas, les produits sont pourris, ils perdent des marchés, bon bah ils ont déjà relocalisé. Pas forcément en France. Hein, ça peut être en Espagne, au Portugal, dans les pays de l'Est. Et donc, il faut une contrainte parce que la logique de relocalisation n'est pas une logique d'entreprise privée soumise à la concurrence internationale. Et moi, il y a un truc qui m'énervait dans tout ce que je lisais sur la relocalisation, c'était ce protectionnisme qui guérit tout, comme si ça soignait de n'importe quoi. C'était efficace par principe. Voilà, on sortait le mot protectionnisme et ça évitait d'interroger derrière les choix industriels et ça évitait d'interroger également la réponse aux besoins réels. C'est-à-dire que si vous prenez le discours, la stratégie finalement de quelqu'un comme Arnaud Montebourg quand il était ministre du redressement productif, stratégie qui est toujours la sienne, hein, parce que dans ses écrits d'aujourd'hui, il est toujours sur la même logique. On est sur une relocalisation où tout ce qui peut être relocalisé et tout ce qui va créer de l'emploi est bon à prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interrogation sur des priorités politiques en matière de relocalisation. Il n'y a aucune interrogation sur la finalité de ce qui va être relocalisé. Voilà, est-ce qu'on est sur des produits de luxe? Est-ce qu'on est sur des produits accessibles à tout le monde? Est-ce qu'on est sur des produits vraiment utiles, par exemple dans le domaine de la santé ou dans l'énergie? Est-ce qu'on est sur des délires technologiques quelconques? Tout ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, il prend tous les délires technologiques qu'on lui propose, l'avion solaire, l'avion à hydrogène, des trucs comme ça dans, qui devrait permettre de relocaliser le pays. Et il n'y a aucun questionnement sur une vraie stratégie publique. Et il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable. On le voit passer le ministère de l'Industrie. Et ces gens-là prétendent avoir une stratégie industrielle, prétendent que l'État français a une stratégie industrielle. C'est faux. C'est un mensonge énorme. Ces gens ne font que construire une pseudo-stratégie en reprenant les demandes des industriels et en les présentant sous forme de plans, etc. Donc, si le fabricant de bagnole vous explique que l'avenir, c'est la voiture à hydrogène, le ministère va dire l'avenir, c'est la voiture à hydrogène, et on investit dans la voiture à hydrogène. Donc, il n'y a aucune réflexion sur ce qu'il faut qu'on produise en France et comment on se donne les moyens de le reproduire en France. Et donc, bien sûr, a fortiori, aucune réflexion sur, avec cette relocalisation, quel nouveau rapport de force on peut créer entre le patronat et les classes populaires.
Donc, bon, ça c'est un peu la partie constat que j'ai fait dans le livre. Et j'ai voulu, au-delà de ces éléments un peu d'actualité et un peu théorique, essayer d'imaginer comment on pouvait penser la relocalisation dans un certain nombre de filières. Donc, il y a les 5 derniers chapitres du livre, vous avez 5 domaines d'activité. Voilà. J'ai fait un peu de travail pour faire un état des lieux et essayer d'imaginer une relocalisation. Voilà, comment les pouvoirs publics pourraient s'y prendre pour essayer d'impulser tout ça. Et je crois que la première réflexion à avoir, et ça nous ramène un peu aux discussions de ce matin, c'est comment est-ce qu'on délimite la sphère publique et la sphère privée. Et ça, c'est une question essentielle que plus personne ne pose. Plus personne ne pose, y compris les syndicats et y compris les partis politiques de gauche. C'est-à-dire, est-ce que l'énergie doit être privatisée totalement, en partie, ou totalement publique? Est-ce que le secteur de la santé, la fabrication de médicaments, la fabrication de matériel médical qui occupe les hôpitaux, est-ce que ça doit être laissé aux opérateurs privés? Bon, voilà. Alors moi, j'y réponds enfin, sur un certain nombre de secteurs, avec une position que vous connaissez, qui ne vous surprendra pas, un certain nombre d'activités qu'on doit reprendre au privé. Donc c'est vrai pour l'énergie, on en a parlé ce matin. C'est vrai aussi pour la santé. Alors voilà, pour différentes raisons. La première, c'est les abus absolument scandaleux que les industries privées du médicament ou du matériel médical, euh, voilà, les profits monstrueux, l'absence d'investissement avec des années où Pfizer reversait tous ses dividendes aux actionnaires, l'intégralité des dividendes aux actionnaires, pendant plusieurs années consécutives. Enfin, des prix de médicaments qui sont absolument scandaleux compte tenu des coûts de fabrication. Voilà. Euh, je considère que à terme, l'objectif, ça devrait être d'avoir un secteur de la santé, y compris la production de médicaments de matériel médical, public. Alors, évidemment, tout ça ne se fera pas du jour au lendemain. La renationalisation de l'énergie non plus. Mais je pense qu'il faut marquer l'objectif. Voilà, il y a des choses qui doivent être ôtées au secteur privé. Qu'on leur laisse la fabrication de téléphones portables, moi, ça me gêne pas. Qu'on leur laisse le médicament, non. Et en fonction, les stratégies vont être différentes, c'est-à-dire qu'on va pas s'y prendre de la même manière pour relocaliser l'industrie du médicament et pour relocaliser l'alimentation ou pour relocaliser l'énergie. C'est pas vrai. Et surtout, il suffit pas de mettre des mesures protectionnistes pour que, comme par miracle, ça fonctionne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà, c'est dans ce détail que j'ai voulu rentrer avec un préalable qui est de poser la question des investissements et de la façon dont on peut reprendre le contrôle sur les flux de capitaux et sur les investissements. Euh, voilà, c'est pareil, c'est quelque chose qui passe sous les radars, c'est-à-dire que le, le protectionnisme sur les échanges de marchandises, tout le monde en parle, enfin tout le monde, chez les souverainistes, les gens qui affichent des ambitions de relocalisation, voilà, le contrôle des investissements, pas du tout. Et on va avoir besoin d'investir en France et de financer des nouvelles activités qui avaient quitté le territoire national ou des nouvelles activités qui n'ont jamais été positionnées sur le territoire national, parce que ou quasiment jamais. Je pense par exemple aux panneaux photovoltaïques, on n'a jamais eu de production, ou même à d'autres systèmes, les panneaux solaires thermiques. Voilà, on a besoin de capitaux pour financer soit le retour, soit l'implantation d'activités.
et personne ne dit comment on va orienter ces capitaux. Alors, bon, je vais vous le faire court parce que vous avez, vous, déjà travaillé sur ces questions-là, mais il y a évidemment la question de la propriété du système bancaire avec la question de la nationalisation peut être mise à l'ordre du jour, mais on ne coupera pas à un contrôle des capitaux. Après, voilà, on peut discuter des détails techniques, je veux dire, peu importe. Contrôle des capitaux qui a existé jusque dans les années 80 et c'est assez intéressant de se replonger dans la littérature de l'époque où l'unité économique européenne avait déjà mis l'objectif de libéraliser les mouvements de capitaux et s'apercevait que ça n'allait pas assez vite. Et donc, dans des publications du milieu des années 80, ils inventorient tous les outils de contrôle des capitaux qui existent encore dans les États membres de ce qui n'était pas encore l'Union européenne. Voilà, et c'est très utile parce que on voit que tous ces outils étaient déjà en place. Vous aviez pas de choses. Donc, vous avez bien sûr des autorisations administratives pour rentrer et sortir des capitaux à partir d'un certain montant. Vous aviez aussi des dépôts de garantie avec des États. Quand vous aviez un investissement étranger qui prétendait rentrer sur le territoire, l'investisseur déposait une garantie dans un fonds qui n'était pas rémunéré et ça permettait d'avoir un levier pour contrôler ces investissements. Donc, ce contrôle des capitaux doit servir une stratégie d'investissement en faveur de la relocalisation. C'est un objectif majeur, c'est quelque chose qu'il faut reconstruire, qui a été complètement quasi totalement détruit, mais finalement qui n'est pas si vieux que ça et qui a fonctionné pendant des décennies. Et puis voilà, on peut penser à un certain nombre d'outils dont on peut s'inspirer. Et Jacques Nikonov avait fait un travail là-dessus avec le livret E, qui était un livret qui s'inspirait du livret A, donc un placement encadré par les pouvoirs publics, dont les fonds ont une utilisation particulière. Donc en l'occurrence là, pour le livret A, le logement social, on a un niveau de rémunération. Voilà. C'est de l'épargne qui est relativement sûr et qui plaît pas mal aux Français parce que voilà, ça, non seulement ça a du sens et puis c'est quelque chose de garanti. Pourquoi pas transposer ce système au financement d'activités industrielles avec de la même manière une régulation par l'État et de cette façon collecter l'épargne des citoyens pour l'affecter au développement industriel en France et donc à la relocalisation. Mais on voit que il faut que l'État assume cette re-régulation des mouvements de capitaux et ces choix à opérer en matière d'investissement, parce qu'aujourd'hui les choix se font, mais ce sont les banques privées qui font les choix d'investissement. Donc, encore une fois, ceux qui décident d'investir dans la voiture à hydrogène, eh ben, ils le font parce qu'ils pensent qu'il y a du pognon à gagner sur la voiture à hydrogène, parce que les constructeurs automobiles font du lobbying, que les banquiers s'entendent bien avec eux et que hop, ils obtiennent des prêts. C'est pas du tout parce que la voiture à hydrogène a un intérêt pour la population française et pour le redressement de l'industrie en France. Pas du tout. Donc, je pense que la question des capitaux et des investissements est un préalable et que ensuite, voilà, une fois qu'on a donné des perspectives dans ce domaine, on peut, sur des filières, commencer à faire un travail sérieux en regardant comment on peut s'y prendre pour relocaliser. Donc, j'en ai exploré 4 dans le livre, je ne pourrais pas vous parler des 4, mais je vais vous en parler de 2. La première, c'est la santé. Alors, bon, évidemment, c'est un secteur absolument essentiel, et puis en plus, les débats sur la relocalisation tournaient autour de la santé avec le Covid. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'intégralité des molécules de base
les molécules essentielles recensées par l'OMS, je crois qu'il y en a 256. Donc tout ça a été discrètement délocalisé dans les pays d'Asie par les laboratoires pharmaceutiques, au premier rang desquels l'industrie pharmaceutique française, qui est puissante, qui a gardé en France les activités à forte valeur ajoutée. Voilà, les médicaments pour les pays riches, en gros, pour les maladies rares, les trucs qui vont se breveter, qui vont se vendre très cher, etc., qui vont s'exporter aux États-Unis. Mais voilà, tout le reste a été, en tout cas, la matière première, la molécule active a été délocalisée dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Et au niveau du matériel médical, on avait des fabricants de matériel médical dans les années 80, et d'ailleurs de très bon niveau, qui étaient parmi les meilleurs, et tout ça a été bradé par le gouvernement, alors d'ailleurs en échange de matériel électronique, hein, puisqu'il y a eu un deal avec General Electric, et on leur a vendu des activités d'imagerie médicale, et on a récupéré des activités audiovisuelles. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand vous allez dans les hôpitaux, vous regardez un peu les machines, vous avez des machines pour faire des échographies General Electric, vous avez de l'appareil Siemens, vous avez quelques trucs japonais, Mitsubishi, je pense, et vous n'avez plus un appareil français qui les hôpitaux. Donc voilà, la question c'est comment est-ce qu'on peut réussir à relocaliser des activités industrielles dans des secteurs où on a tout atomisé. Et voilà, je fais une proposition, enfin j'essaie de dérouler le fil dans le livre, et en m'inspirant de ce que je racontais ce matin avec cette histoire de l'énergie en Ontario, où finalement le secteur public a réussi à battre le secteur privé au jeu de la concurrence sur son terrain. Et dans le secteur de la santé, c'est comme dans le secteur de l'énergie hydroélectrique au début du siècle en Ontario, les actionnaires se gavent tellement, les prix du médicament sont tellement décorrélés des coûts de production, que si on lançait une industrie publique du médicament, on pourrait peut-être combattre le secteur privé au jeu de la concurrence et gagner. En tout cas, c'est ce que je pense. Et la logique pourrait être la suivante. Un gouvernement, Pardem, arrive au pouvoir, on nationalise un ou deux laboratoires français, parce qu'il y a encore des laboratoires en France, hein, quand même si les substances actives ont été largement délocalisées, vous avez des labos voilà, qui font du conditionnement, qui font de la mise, enfin, qui à partir des substances actives fabriquent du sirop, des cachets, des trucs de machin. Vous avez des labos de recherche. Bon, on en nationalise deux ou trois, un ou deux. Et puis, on fait fabriquer un médicament qu'on va vendre quasi à prix coûtant. Il se passe quoi? Le privé a deux solutions. Soit il s'aligne, il baisse ses coûts de production pour essayer de rester concurrentiel, sauf que faut quand même rémunérer les actionnaires, donc ça risque d'être difficile. Soit le privé disparaît, comme le privé a disparu du marché de l'énergie, de l'électricité en Ontario au début du siècle. Et puis, une fois qu'on a réussi, je sais pas, sur l'ibuprofène par exemple, là on passe à une autre molécule. On en fabrique une autre et puis on fait le même truc. Et les labos privés qui ferment, eh bien on les rachète. Voilà. Bon, moi je trouvais que cette stratégie sur l'électricité s'appliquait bien à un secteur du médicament parce que on a la même structure de marché en fait. On a un bien de première nécessité dont les moyens de production sont détenus par quelques grands groupes qui pratiquent des prix absolument scandaleux. On a en plus des débouchés tout trouvé avec les hôpitaux, avec la consommation courante des ménages. Je veux dire, il n'y a aucun problème de ce côté-là.
On pourrait très bien imaginer une nationalisation de proche en proche comme ça, parce que bien sûr, on ne va pas arriver demain au pouvoir et d'un claquement de doigts nationaliser toute l'industrie pharmaceutique, d'autant qu'il y a quand même des enjeux de santé publique, enfin, on ne fait pas n'importe quoi, et donc on ne peut pas se permettre de prendre des décisions en l'air. Mais par contre, une stratégie de ce type-là me paraît pouvoir fonctionner. Et bon, au niveau du matériel médical, eh bien, on pourrait imaginer que on reconvertisse un certain nombre d'activités qui opèrent dans des secteurs qui sont pas si éloignés que, euh, que ça de la production de matériel médical. Et bon, c'est votre livre qui m'a j'ai repris cette idée de notre livre, Jean-Michel Toulouse et ses co-auteurs, euh, quand vous expliquez que l'industrie de la défense a un tas d'activités qui recoupent très bien le domaine médical. Et donc, on a un savoir-faire qui existe en France. Aujourd'hui, ces capacités de recherche et de production sont affectées au secteur de la défense. Et on pourrait très bien, dans une logique de réaffectation de moyens, une vraie stratégie publique de reconquête de la souveraineté industrielle dans le domaine de la santé, qui pourrait servir cette stratégie. Entre parenthèses, j'ai lu récemment un rapport sur la question de la réindustrialisation et sur les activités de la défense. Euh, vous avez un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, voilà, qui est fabriqué en France. 96% de la valeur ajoutée est française. C'est-à-dire quand on veut fabriquer, en l'occurrence, une arme, on sait trouver 96% de la valeur ajoutée sur le territoire national. Bon. Donc c'est possible. C'est possible de fabriquer des équipements qu'on va retrouver dans les hôpitaux qui soient fabriqués en France. On a le savoir-faire. C'est voilà un choix en matière de relocalisation, de réindustrialisation. Donc voilà ce que j'ai développé sur le secteur de la santé comme idée. Et ça me paraît relativement tenir la route et ça me paraîtrait être un combat politiquement euh, porteur. C'est-à-dire que si vous allez vers les gens, même des personnes non politisées, et que vous proposez, enfin, avec un objectif de long terme, mais un processus de nationalisation du secteur de la santé, je pense que c'est quelque chose qui a, surtout après la crise Covid, peut avoir un ancrage populaire. C'est pas comme si voilà on attaque directement sur des activités industrielles voilà, qui sont un peu déconnectées du quotidien des gens. Là, on est sur quelque chose qui a du sens. Bon, l'autre exemple que je donnerais, c'est allez, on va prendre l'automobile parce que c'est un secteur d'activité que je trouve intéressant parce que c'est un exemple d'une activité qui est relativement nuisible et qu'il faut relocaliser pour la faire changer. Et quand je dis ça à des écolos, bon, la pilule est un peu dure à avaler au début, mais bon, l'industrie automobile est évidemment le fleuron de l'industrie française historiquement. Hein, encore aujourd'hui, ça représente une part colossale du PIB. C'est 7-8% vraiment sur l'automobile en tant que telle. Et quand vous ajoutez les métiers qui concernent de plus ou moins loin l'automobile, les garages, les assurances compagnoles, etc., c'est près de 20% du PIB. C'est colossal.
Bon, ça n'a pas empêché l'industrie automobile de délocaliser très largement, avec, dans un premier temps, les pays d'Europe de l'Est. Hein, alors, non, dans un premier temps, d'ailleurs, des pays plus proches, les premières délocalisations, vraiment, c'était l'Espagne et le Portugal. Voilà, notamment Renault, qui a bien joué avec les productions en Espagne et au Portugal. Et puis ensuite, ça a été les pays d'Europe de l'Est, avec, avant leur entrée dans l'Union européenne et encore plus après. Et puis aujourd'hui, c'est la Chine, puisque maintenant, on importe des véhicules entiers de Chine, euh, notamment la sous-marque de Renault Dacia. On a des véhicules qui sont fabriqués, assemblés en Chine et qui arrivent en Europe par. Donc bon, l'industrie automobile est une partie des champions des délocalisations. Et bon, moi je fais partie de ceux qui considèrent que la place de la voiture doit être réduite, que voilà, on doit non seulement avoir des véhicules beaucoup plus petits, beaucoup moins encombrants, moins consommateurs, etc., mais qu'on doit tout simplement en avoir moins. Mais que par contre, on pourrait tout à fait reconvertir, après l'avoir relocalisé, cette production, ces usines qui fabriquaient des automobiles, pour fabriquer autre chose. Et dans l'autre chose, on a notamment tous les équipements pour le transport en commun. Quand vous savez fabriquer une bagnole, grosso modo, vous êtes à peu près en mesure de fabriquer des bus. En travaillant un peu, vous êtes à peu près en mesure de fabriquer des tramways. Et puis en travaillant encore un peu plus, peut-être vous fabriquez des rames de train. Et là, on pourrait coupler une stratégie de relocalisation, de redéploiement industriel, avec une stratégie de reconstruction du service public ferroviaire, en réouvrant des lignes un peu partout en France, en mettant des trains sur ces lignes et en permettant aux gens d'aller en vacances, d'aller bosser, d'aller faire un tas de trucs en train. Et avec une politique tarifaire comme on a eu à une époque où on rend ça accessible, y compris aux classes populaires. Et là, peut-être qu'on commencerait un peu à faire de l'écologie. Alors que les industriels veulent et que les gouvernements aujourd'hui reprennent tel quel, c'est de la bagnole ou du camion à hydrogène. Voilà. Et après, on s'étonne qu'on n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou qu'on n'arrive pas à préserver les ressources. Donc, voilà, j'ai traité la filière automobile comme un exemple et peut-être un des meilleurs exemples d'une industrie qui doit être relocalisée pour être transformée. Mais évidemment, alors, je raconte aussi quels sont les projets de l'industrie automobile pour l'avenir. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ils sont partis sur des trucs mais absolument déniants. Évidemment, le véhicule électrique, hein, qui est déjà en train de percer là depuis 2-3 ans. Alors, où la production est encore plus délocalisée qu'avec le véhicule thermique. Euh, L'étape d'après, c'est le véhicule à hydrogène, même si c'est plutôt sur le transport de marchandises ou les bus, mais peut-être quand même sur certains véhicules individuels. Et puis, l'étape d'après, et en développement, même en tête, c'est les véhicules connectés, c'est-à-dire des bagnoles qui vont être de plus en plus bourrées d'électronique, de capteurs, etc. Et bon, il y a le fantasme de la voiture qui se conduit toute seule, mais c'est pas ça qui va se passer. Enfin, je pense pas. On sait jamais, mais je pense pas. C'est plutôt des fonctions automatisées qui vont petit à petit arriver. Il y en a déjà, mais qui vont être de plus en plus présentes dans le parc automobile et qui vont être présentes aussi dans les infrastructures, puisque l'idée, c'est que la voiture puisse communiquer avec les infrastructures et avec les autres véhicules de façon à apporter des aides à la conduite. Donc, c'est ça que l'industrie automobile est en train de préparer. Quand vous lisez les rapports stratégiques et les trucs des bureaux d'études votent pour le compte de l'industrie automobile, c'est ça qu'on est. Donc, au niveau environnemental, c'est une catastrophe. Ça bouffe des quantités de métaux rares. Ça permet, évidemment, une chose, c'est de renouveler le parc. C'est le truc que l'industrie automobile cherche à faire en permanence. Donc, on a eu pendant des années des avancées en matière de sécurité, de consommation,
qui justifiait le renouvellement du parc, et parfois à juste titre. Et puis aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, grosso modo, on n'ira pas beaucoup plus bas en termes d'économie de carburant, on fera pas beaucoup mieux en termes de sécurité. Donc maintenant, on invente des trucs de ce type-là. L'industrie automobile veut développer ça, veut se faire financer ça par les investisseurs. Et donc, en l'absence de stratégie publique indépendante des groupes privés, c'est ça qu'on développe. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui les projets qui font rêver les décideurs européens et nationaux, c'est les gigafactories de batteries en Europe. Et puis demain, ça va être les véhicules autonomes. Voilà. Et donc, il faut qu'on sorte de ce schéma de développement. Et d'une part, on continuera toujours à produire des bagnoles, mais on produise des voitures plus légères, moins encombrantes, plus faciles à réparer. Aujourd'hui, voilà, moi, ma voiture, l'ordinateur de bord tombe en panne, bah, il n'y a plus d'autoradio, il n'y a plus de GPS, il y a plus, je sais même pas s'il y a des clignotants encore, mais vous connaissez ça. Mais on doit, si on veut que les bagnoles consomment moins de ressources naturelles, soient changées moins souvent, rendons-les plus réparables, rendons-les plus légères pour qu'elles consomment moins, et surtout ne les blindons pas d'électronique. Euh, le coût environnemental est assez catastrophique. Et euh, reportons la production sur un certain nombre d'autres activités comme le transport ferroviaire, comme le transport en commun. Donc ça, c'est une vraie stratégie, à mon avis, de relocalisation. Et encore une fois, on a les compétences. Alors, elles ont quitté le territoire, mais l'ingénierie, quand même, reste euh, pas mal en France. On a aussi des usines qui continuent à fabriquer des véhicules en France. Alors, ils n'appartiennent pas forcément à des investisseurs français, mais voilà, encore une fois, on peut décider d'appliquer une réglementation particulière et de favoriser la reconversion de ces activités. Et donc, on a les moyens de penser une relocalisation qui soit différente de celle que les libéraux nous promettent, avec une course à la compétitivité et une course à la technologie qui aujourd'hui sert de pseudo-stratégie industrielle à peu près tous les gouvernements et bien sûr à l'Union européenne. Et encore une fois, il ne vous aura pas échappé que tout ça est totalement infaisable dans le cadre du droit européen actuel, des logiques européennes actuelles. Et c'est aussi pour ça que la classe politique et que, y compris les syndicats, ont du mal à dépasser les mots d'ordre sur la relocalisation, parce qu'encore une fois, très vite, on se heurte au droit européen, mais on se heurte à encore plus compliqué, c'est-à-dire que la rupture institutionnelle avec l'Union européenne n'est pas très compliquée à imaginer. Par contre, ce bras de fer avec les multinationales, là, c'est une autre paire de manches, et c'est pour ça que ça prendra sans doute quelques décennies avant qu'on puisse, par exemple, nationaliser la production de médicaments ou de matériel médical ou renationaliser la production énergétique en France.